King of the Hill, l'un des meilleurs dessins animés. Je l'ai déjà dit, c'est aussi récemment a eu un excellent retour. Avec le retour du roi, on a décidé de revoir les habitants d'Arlen, Texas. Promets-moi de ne plus jamais repartir. Voici tous les personnages de King of the Hill, du meilleur au pire. Je parle de ce fichu spoiler, il est tout usé. J'ai envie de faire des trucs bizarres avec toi. Cette catégorie regroupe les personnages à la réputation irréprochable, énergique et économe. Les bons. Même si c'est sans doute un biais de récence, nous donnerons la médaille d'or du bien à l'un des nouveaux personnages de la saison, le sous-chef de Bobby, Emilio. Avec Bobby qui poursuit son rêve de devenir chef dans son propre restaurant, il lui faut bien sûr de bons employés pour le soutenir. Celui qu'on voit le plus, c'est Emilio, un géant au cœur d'or. Il est le bras droit de Bobby, fiable à la fois comme employé et ami. Il soutient Bobby malgré les pénuries de charbon, les accusations d'appropriation culturelle et les rencontres gênantes avec des ex. Quand Bobby doute de lui, Emilio le rassure, affirmant qu'il est le chef le plus authentique et talentueux avec qui il a travaillé. Nous n'avons pas encore vu grand-chose sur Emilio, mais nous savons qu'il est respectueux, travailleur et d'une loyauté sans faille, étant un employé assidu et une oreille attentive et compatissante quand il le faut. Après Emilio, notre choix pour le personnage le plus vertueux des saisons originales, et étonnamment, ce n'est pas Bobby cette fois. Avec une faible marge, Luan Platter décroche la médaille d'argent de la bonté. C'est, à défaut d'un meilleur mot, une vraie crème. Comme Emilio, elle traite constamment les autres avec respect et compassion, croyant toujours au meilleur en eux, quelles que soient les circonstances. Comme Bobby, elle équilibre Hank, croit au meilleur chez chacun et adopte une attitude ouverte à toutes les opportunités. Malgré une enfance difficile et une possible vulnérabilité à l'influence de personnes comme le révérend Juni Hopper, qui l'a persuadé que Halloween était une fête satanique, elle finit toujours par retrouver la raison et apporte souvent la touche finale de gentillesse au conflit de l'épisode. Qu'il s'agisse de forcer les Hill à surmonter leur dépendance au tabac ou d'être prête à donner une seconde chance à ses deux horribles parents à des occasions différentes, Luan est l'un des personnages les plus foncièrement bienveillants de la série. Ce qui l'empêche d'obtenir la médaille d'or, c'est son côté parfois matérialiste et son manque de recul, comme lorsqu'elle a emmené un garçon de 15 ans au bal pour rendre Lucky jaloux. En troisième place de justesse, nous avons le garçon préféré de tous, qui a peut-être raison ou pas, Bobby Hill. Désolé, je veux dire l'homme qui a peut-être raison. À la saison 14, Bobby a 21 ans et mène une vie respectable. Chef cuisinier dans un restaurant sushi germano-japonais à Dallas, il propose de bons plats et se montre bon patron avec ses employés. Comme enfant, Bobby reste amical, ouvert et montre son grand cœur. Même s'il a fait des bêtises enfant, comme donner des coups de pied à tous les garçons à proximité dans les parties intimes. Tu t'es laissé avoir, papa. Bobby est un jeune homme chevaleresque et généreux. Dans le reboot, il apparaît dans divers contextes et reste un bon ami pour Connie et Joseph. Quand Connie est hospitalisée et propose des choses bizarres, Bobby préfère qu'il parle, sachant qu'elle prend des antidouleurs. Comme Bobby a encore des sentiments pour elle, c'est une retenue tout à fait respectable de sa part. Franchement, si ça avait été Joseph, on sait tous qu'il aurait craqué en quelques secondes. Il reste aussi affectueux avec ses parents qu'avant. Quand il apprend que les crises de panique de Peggy à l'imagerie par résonance magnétique cessent lorsqu'il est présent, non seulement il l'accompagne, mais il crée aussi toute une nouvelle section de son menu inspiré de sa cuisine. À la mort tragique de son client préféré, Bobby se rapproche de son père tant qu'il le peut. Nous partageons de nombreux points avec Hank, mais sur ce garçon différent, nous devrons accepter notre désaccord. Cela dit, nous sommes d'accord pour dire que Bobby mérite une médaille de pêcheur de gourmandise respectueuse pour son amour constant de la nourriture tout au long de la série. Un jour, il a enroulé un Twinkie dans de la mortadelle, l'a trempé dans du jus d'orange. Et où tu vas? Je te le dis, c'est Boomhauer qui arrive juste après. Si je l'ai dit une fois, je l'ai dit 100 fois. Boomhauer, c'est vraiment un bon gars, mec. Toujours en train de... Il est toujours là pour ses voisins et tout, mec. Je te le dis, mec, la foutue saison 14, j'ai eu une foutue copine. Son beau-père s'occupait de son petit garçon. Boomhauer n'est pas un saint, mais c'est un bon gars, mec. D'ailleurs, même s'il n'apparaît pas beaucoup à l'écran cette saison, mentionnons rapidement Luke Jr., le fils de la copine de Boomhauer. Il admire Boomhauer et veut être aussi cool. Bien sûr, il échoue, puisqu'il sait très bien que Boomhauer ne jouerait jamais au foot. Mais le gamin essaie bon sang. Il semble sympa, juste un gamin anxieux. Sauf ses habitudes de boisson sans alcool, c'est nouveau pour moi. Mais sans plus attendre, parlons de l'homme du moment, le roi de la colline lui-même, Hank Hill. Comme on pourrait s'y attendre de la série, Hank, au fond de lui, n'a pas vraiment changé à la saison 14. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas du tout changé cependant. Hank reste l'homme simple, fidèle à sa famille et au propane, tout en s'adaptant à un monde en évolution. Il affronte toujours ces changements avec respect et intégrité, servant souvent de voix de la raison face aux problèmes majeurs de la société. L'épisode Aucun Hank laissé pour compte en est un bon exemple. Il protège son demi-frère Good Hank,
lors d'un camp d'entraînement pour mâles alpha et s'oppose à la rhétorique misogyne. Hank ne tolère aucune bêtise de ceux qui profitent des vulnérabilités d'autrui. Qu'il s'agisse de golfeurs lubriques harcelant sa nièce ou de fous dangereux mettant en danger son fils, il a même affronté son père violent pour avoir mal parlé de sa mère, montrant un vrai courage et la capacité à surmonter ses propres traumatismes. Pourquoi Hank n'est-il pas mieux classé? En bref, il n'est pas toujours la voix de la raison. En fait, parfois, comme tout le monde, Hank peut être un peu idiot. Bien sûr, ce n'est pas fréquent. Souvent, lors de ses mauvais jours, il est dur avec Bobby et trop tolérant envers les excentricités de Peggy. Dans les deux cas, cela vient de l'amour, comme sa volonté de sortir sa famille et ses voisins de tous leurs problèmes. La reprise montre très bien Hank constamment mal à l'aise face à tout changement autour de lui. Il essaie généralement de régler ces choses avec de bonnes intentions, mais il finit par en apprendre un peu lui-même et par évoluer à sa manière. Et rapidement, parlons de Lady Bird, la chienne bien-aimée de Hank. Lady Bird étant déjà âgée lors des saisons originales et 8 ans ayant passé, je pense qu'elle n'est pas mentionnée car elle est probablement décédée. C'était une brave chienne, elle va nous manquer. Vite, Hank arrive, changeons de sujet. Salut Hank, on parlait de butane, ce fichu gaz, tu vois ce que je veux dire? Bon, passons à sa voisine Connie. Ayant grandi avec les parents stricts, Khan Jr. a naturellement vu l'université comme une occasion de prendre un peu de liberté par rapport à eux. La réaction faciale de Bobby face à son éthique de la non-monogamie, c'est à peu près la même que celle de nous tous dans le public. Elle garde un lien étroit avec eux, étant parmi les rares à connaître le divorce de ses parents avant l'annonce publique. Et d'après Min, elle l'appelle souvent. Connie est également plus qu'heureuse de renouer avec Bobby, allant même jusqu'à essayer de le caser avec l'une de ses amies pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Leur relation reste captivante, même si Internet se divise entre ceux qui les soutiennent et ceux qui souhaitent que Bobby s'affirme et trouve mieux. Ce sont des employés fiables comme Roger Bouddha, Sac, Enrique, Jojac et Donna, entre autres. Nous classons ces quatre-là ensemble parce qu'ils ont à peu près le même temps d'écran et le même développement de personnages les uns que les autres. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour montrer que ces quatre-là sont tous des gens bien, travailleurs et qui prennent leur travail au sérieux. En les classant, Roger arrive premier pour sa maturité et son évolution, suivi d'Enrique pour son amour de la famille, malgré son côté collant avec les Hills, puis Jojac, assez neutre, et Donna, sympathique, sauf dans l'épisode MySpace. Hélas pour elle, nous le comptons, ce qui lui fait perdre beaucoup de points. En bas des bons personnages, il y a la mère de Hank, Tilly Hill. Atilia est surtout définie par son rôle de mère de Hank. Je ne veux pas paraître comme Cotton en disant que c'est sa seule importance. Je veux simplement dire qu'elle ne bénéficie pas de beaucoup de développement tout au long de la série. C'est une mère aimante et une femme polie, parfois trop pour se défendre, il faut l'admettre. C'est probablement dû au mauvais traitement qu'elle a subi de la part de Coton, ce qui l'a amené à se perdre souvent dans des passe-temps comme la collection de figurines en verre, négligeant ainsi son fils. Elle est clairement le meilleur parent de Hank, et même si ce n'est pas difficile, Hank s'en est bien sorti. Et puisque Coton ne mérite certainement aucun crédit pour cela, on pense que Tilly en mérite assurément. Puis, la révérende Karen Stroop, responsable de la première église méthodiste d'Arland, durant la majeure partie de la série. Stroop est une femme bien intentionnée, bien que solitaire. Elle montre compassion et respect, même envers Bill, ce qui en fait l'une des rares conquêtes de Bill à l'apprécier sincèrement. Elle demande à la communauté de pardonner à Coton, qui avoue à tort avoir incendié l'église. Malgré ses remarques sexistes et son attitude désagréable, son geste de clémence est d'autant plus respectable. Le compagnon de Luan, Lucky, vient ensuite. Lucky est un cas intéressant. Même s'il est vrai qu'il est un peu fainéant, ce n'est en aucun cas un mauvais gars. Oui, il préfère peut-être vivre de l'argent du règlement de PP Sleeping plutôt que de travailler, mais il a clairement montré qu'il est prêt à tout pour les gens qu'il aime. Qu'il s'agisse de refuser d'épouser Luan avant son diplôme ou d'empêcher Bobby de manquer l'école pour un concert, Lucky place son code d'honneur avant sa paresse. Si Lucky devait trouver un travail pour subvenir aux besoins de Luan et de son bébé, nous ne doutons pas qu'il le ferait, ce qu'il place clairement dans la catégorie des bons, et l'empêche même de recevoir une médaille de paresse. Puis il y a Willow, la petite amie éphémère de Bobby dans la saison 14, pas ce type de courte durée. Elle est vivante, elle a juste été larguée après quelques épisodes. Bien que Willow ne soit pas une sainte, et qu'elle ait montré qu'elle était un peu folle vers la fin de son passage dans la saison 14, il est important de noter que de mauvaises décisions et des erreurs ne font pas d'une personne quelqu'un de mauvais. Hey, ça rime. Willow est un peu insistante, dépassant souvent les limites avec la famille de Bobby et s'invitant lors de ce que Bobby pensait être un voyage père-fils avec Hank, mais elle est aussi vraiment sympathique et compatissante, offrant à Bobby un soutien émotionnel face à ses difficultés à se rapprocher de son père et donnant l'impression d'être une personne gentille en général. Elle a fait ses besoins sur le bureau de l'ancien patron de son père, qu'elle tenait responsable de l'alcoolisme de ce dernier, montrant une forme tordue d'amour et de justice.
mais révélant aussi un côté un peu folle. À notre connaissance, Bobby a toujours ses 2 reins, signe qu'elle a accepté la rupture de façon raisonnable. Dans la catégorie des bons, on trouve aussi Joseph Gribble, le meilleur ami de Bobby qui ressemble beaucoup à son père. Aussi fouineur et paranoïaque soit-il, Joseph reste un ami fiable quand c'est important. Il est aussi désespérément naïf, ce qui le rapproche également de son vieux père. On pourrait dire qu'il est bien plus moral que Dale, contrairement à ce que fait son vieux père régulièrement. Joseph ne commet jamais d'actes terroristes, ne sabote pas chez ses voisins, ni n'incite des enfants à tirer sur des pandas ou autres. Il reste toujours amical et bienveillant, que ce soit lors de combats de crayon avec Peggy chez Bobby ou en lui donnant des conseils romantiques maladroits, mais sincères. Si Joseph n'est pas mieux classé, c'est aussi ce qui lui vaut une médaille du Centre du désir. Joseph est tantôt un adolescent assoiffé, tantôt obsédé, draguant des milfs aux événements de Bobby ou tentant d'embrasser la mère de Connie lors de ses soins. Joseph part d'une bonne intention et il est toujours à l'écoute de Bobby quand il en a besoin, mais ses tendances plus perverses le maintiennent dans le bas du classement des gentils. Mais il est maintenant temps de s'aventurer du côté des personnages plus moralement ambigus. C'est la zone grise. Devine quoi? Feste de poulet. Devine quoi d'autre? Buckley est le prochain. Buckley est loin d'être le personnage le plus mémorable de la série, n'apparaissant que dans les premiers épisodes en tant que petit ami intermittent de Luann. Sa personnalité sans émotion ni ambition lui vaut la médaille du paresseux. Luann le quitte constamment parce qu'il l'ignore et la déçoit de différentes manières, et si elle n'était pas aussi gentille et indulgente, il l'aurait perdu bien avant de se perdre lui-même dans cette grande explosion de propane. Sa paresse explique aussi son implication dans l'explosion accidentelle du Mégalomart, ce qui lui coûte des points. Mais son ange a tout de même pris la peine de rendre visite à Luann et de l'aider à surmonter sa mort, ce qui était vraiment touchant et a prouvé qu'au fond de toute son indifférence se cachait un bon cœur qui tenait vraiment à elle. Maître Chuck Mangione juste après fait du bien, surtout car il est le porte-parole officiel du Mégalomart. Véritable énigme dans l'univers de King of the Hill, il apparaît pour jouer à toutes sortes d'événements, des mariages aux funérailles, en passant toujours sur Feel So Good, d'une manière ou d'une autre, ce qui semble parfois un peu inapproprié. Mais bon, vous avez payé pour Chuck Mangione, alors évidemment, c'est ce que vous aurez. Alors que d'autres paient pour Chuck Mangione, lui-même paie le prix de son contrat. Avec le Mégalomart, obligé d'apparaître à chaque ouverture de magasin, soit environ 400 par an, il n'a pas beaucoup de temps pour lui. Vivre dans le Mégalomart et ronger les fils des caméras pour éviter d'être vu est étrange, mais c'est peut-être sa seule façon de dormir la nuit. C'est peut-être une opinion controversée, ou peut-être pas, mais cette fois-ci, nous avon décidé de placer Bill Daughteref dans la zone grise. Bill n'est pas un mauvais gars, à proprement parler. Il est pathétique, il se déteste lui-même et il compte sur ses amis pour le sortir de presque toutes les situations difficiles dans lesquelles il se met, mais il a vraiment un bon fond. Même ivre, il était prêt à se sacrifier pour que Hank et les autres s'échappent d'une base d'entraînement de l'armée. Il accomplit de nombreux gestes gentils, comme jouer le Père Noël du quartier ou saluer les automobilistes sous une forte chaleur pour les encourager. C'est évident, plus que tout, Bill veut simplement être considéré comme quelqu'un de précieux pour quelqu'un. Et c'est tout à fait légitime. Ce qui n'est pas du tout légitime, c'est la façon dont il objectifie les femmes, en particulier Peggy, allant jusqu'à voler son plâtre usagé dans les poubelles ou essayer de se rapprocher d'elle pendant que Hank est hors de la ville. L'amitié de Bill avec Hank passe après son envie pour Peggy. Il serait prêt à le trahir juste pour une bouchée de ses spaghettis et boulettes de viande. Dans un épisode de la saison 14, il se lie d'amitié avec un salon de coiffure afro-américain en prétendant être marié à Peggy, décrivant Hank comme lui et Bill comme Hank. Ce qui est insultant pour Hank. Bill reçoit sans doute la médaille du péché d'envie la plus pitoyable jamais décernée. Nous comprenons les difficultés de Bill avec la dépression, le divorce et la solitude. Mais sa haine de soi affecte aussi gravement son entourage. J'ai peut-être un peu exagéré. Ajoutez sa tendance à fuir toute responsabilité et vous avez quelqu'un au bon cœur, mais avec assez de défauts pour ne pas être vraiment héroïque. Mais une chose est sûre, qu'il soit bon ou mauvais, Bill est un homme qui s'occupe toujours des affaires. Stuart Dooley est le prochain. Il est d'une honnêteté brutale. Je t'ai baissé ton pantalon. C'est aussi un allié. Il suscite des sentiments divers, mais son poulet reste la star. Malgré son nom, Bon Hank ressemble plutôt à Morley Hank le Gris, si vous voulez notre avis, du moins pour l'instant. Nous ne savons pas comment il est passé de nourrisson à adolescent en seulement 8 ans, mais nous savons une chose à propos de hormones de croissance. La misogynie de Cotton et l'incompétence parentale de Didi font de hormones de croissance un adolescent peu recommandable. Il tombe sous l'influence de mauvaises personnes qui le convainquent plus ou moins que les femmes sont la cause de tous ses malheurs. Heureusement, Hank le remet dans le droit chemin, même s'il doit encore progresser, faisons-lui un geste gentil.
On dirait simplement que la pire crainte de Cotton, à savoir qu'il devienne aussi raté, c'est-à-dire un homme qui a du respect pour les femmes, que Hank est en train de se réaliser. C'est dommage, vieux. La première voisine de Hank, Min, arrive ensuite. Le personnage de Min peut être décrit plus ou moins comme Can, mais un peu plus tolérable. Elle partage les qualités de Can, comme être une bonne mère pour Connie et une citoyenne respectueuse des lois, mais présente aussi une version atténuée de ses défauts, notamment l'arrogance et la tendance à rabaisser les autres, surtout Peggy, qu'elle considère pourtant comme une amie. Elle est tout aussi avide et arriviste que Can, mais en général, elle n'est pas prête à aller aussi loin que lui. Dans un épisode, elle rejoint le club de tir de Dale pour participer au tournoi de tir au pigeon d'argile de Nine Rivers. Et malgré le coup potentiel à sa réputation, elle affirme que les gars sont ses invités lorsqu'ils s'introduisent, leur évitant ainsi une arrestation possible et leur permettant de profiter du luxueux stand de tir au pigeon d'argile. Elle était étonnamment détendue quand Joseph l'a embrassée cette fois, donc on pense qu'elle est très patiente. Vous pourriez vous attendre à ce que nous placions Can bien plus bas que Min, mais eh bien vous vous trompez je suppose. Il est clairement une pire personne que Min, ne vous méprenez pas. Ce type est un arriviste impitoyable qui écrasera n'importe qui pour gravir les échelons dans la vie. Mais derrière la soif de pouvoir et de statut de Can, il y a un cœur qui aime sincèrement sa famille et qui veut simplement qu'ils aient la vie la plus confortable possible. Can prend toujours la défense de Connie. Dans un épisode pensant qu'elle est suicidaire à cause du manque de temps avec Bobby, il exige que ce temps soit prioritaire. Vu la sévérité constante de Can, ce geste prouve qu'il aime sa fille plus que le statut social, même si cela ne compense pas son mépris pour ses voisins. Il a été maltraité dans la nouvelle saison et pas seulement à cause du changement de voix peu réussi. En fait, on veut parler du fait que Can est officiellement divorcé et qu'il vit dans son propre garage. Un fait qui n'empêche pas Can et Min d'organiser une énorme fête d'anniversaire de mariage pour montrer au monde qu'il mérite voilà d'être membre du Nine Rivers Country Club. Il reste aussi hésitant que toujours à accepter la gentillesse de ses voisins campagnards, mais il est aussi loin d'être un criminel ou un vrai méchant. C'est un type désagréable mais complexe, affrontant des difficultés sociales et sa dépression maniaque pour offrir une vie meilleure à sa famille. Enfin, il y a Dale Gribble, le dernier du quatuor principal. Je me demandais quand tu allais enfin parler de moi. Dale peut avoir une voix différente, paix à son âme, mais son absurdité totale ne changera jamais. Son extrême vigilance paranoïaque envers tout, sauf l'ignorance de la liaison de sa femme depuis des années, est ironiquement hilarante. Sa naïveté lui vaut la médaille du centre Darwin. Avant d'évoquer la théorie que Dale serait pour la liaison, on la considère non canonique, car s'il savait, Dale ferait bien pire qu'empêcher John de voir son fils. En fait, bien que Dale soit fou, il ne garde pas Joseph uniquement pour embêter John Redcorn, même si ça y contribue. En fait, il aime vraiment Joseph comme son propre fils. Qu'il s'agisse de lui donner de l'argent pour des snacks au cinéma, de lui proposer de lutter alors que Joseph pourrait le tuer, ou d'utiliser ses derniers instants libres pour lui conseiller de ne pas perdre sa virginité trop tôt dans la saison 13, Dale a souvent montré qu'il est un père aimant malgré des actions risquant sa réputation, comme inciter son fils à tuer un panda pour impressionner des enfants populaires. Sans parler de ce qu'il fait à Hank régulièrement, comme provoquer un effondrement sous sa maison ou saboter sa pelouse par pure méchanceté. Dale rebondit toujours et prend son travail d'exterminateur au sérieux, et dans Bobby avec son problème de rat dans la saison 14 malgré ses méthodes parfois discutables. C'est difficile à dire si Dale sera étrangement utile ou un véritable fléau dans un épisode donné, mais il ne rentre pas vraiment dans la catégorie des héros ni des méchants. C'est un type un peu fou qui vit selon un code moral instable. Il est loyal envers sa famille et ses amis, mais il est aussi complètement fou et parfois impitoyable, ce qui fait de lui exactement le genre de personnage fait pour la zone grise. Voici Peggy Hill, élu professeur remplaçant de l'année 3 années de suite dans son école, selon moi. Tout d'abord, l'orgueil est le métal central. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à cela, n'est-ce pas? Bien, passons maintenant à l'explication. Peggy est sans doute le personnage dont la morale a le plus évolué dans la série. Présentée d'abord comme la voix de la raison de la famille Hill, sensée et gentille, mais parfois passive-agressive, Peggy a changé après une blessure traumatique en parachute, devenant selon certains une narcissique insupportable, ou pour d'autres, une narcissique moins insupportable et l'un des personnages les plus drôles de la série. Elle fait des choses vraiment horribles à cause de sa nature prétentieuse. L'un des exemples les plus mémorables étant d'avoir volé le dîner de Thanksgiving fait maison de Bobby parce qu'elle était jalouse qu'il soit un meilleur cuisinier qu'elle. Elle a aussi enseigné de fausses infos à Lucky pour son General Educational Development, juste parce qu'elle le jugeait indigne de Luan. Bien qu'incroyablement prétentieuse, Peggy a rarement de mauvaises intentions, comme dans ces exemples. Ses pires actions visant souvent à protéger sa famille. Elle défend toujours Hank.
Dans Bobby devient fou, elle le rabaisse surtout pour lui apprendre à ne pas ennuyer Hank. Et dans l'épisode où Cotton meurt, elle le réprimande avant sa mort et ment à Hank au sujet de ses derniers mots, lui disant qu'il avait enfin avoué à quel point il aimait son fils. Elle est moralement ambiguë, c'est certain, mais il y a tout simplement trop d'amour familial dans son cœur pour qu'on puisse dire que Peggy est une mauvaise personne. Connie dit aussi dans le reboot que parler à Peggy lui a toujours remonté le moral, donc même narcissique, Peggy reste une mère, épouse et voisine aimante. Il lui arrive parfois de presque empoisonner accidentellement toute la ville avec du gaz moutarde, mais elle fera tout ce qu'il faut pour réparer ses erreurs, et au final, c'est ça qui compte le plus. Le principal Moss n'est pas le personnage le plus marquant de la série. C'est un principal médiocre, souvent incapable de protéger ses élèves dans les moments cruciaux, mais pas assez mauvais pour être qualifié de malveillant. Il est tellement incompétent et pitoyable qu'Emily, sa surveillante de couloir, paraît souvent plus apte que lui. Nous pensons aussi qu'il faudrait mentionner le personnage de brute occasionnel, Clark Peters. Il n'est pas vraiment important dans un épisode en particulier, mais Les gars, c'est quoi cette coupe de cheveux? C'est une chose d'être une brute, mais avoir l'audace d'être une brute avec ce truc sur la tête. Ce gars mérite d'être parmi les méchants pour ce péché, mais il peut être sympa, alors on lui accorde un peu de clémence. Nous ne citerons pas ce garçon maigrelet, mais le placerons ensuite dans la zone grise. Travailleur social à Los Angeles, Twig Boy agit souvent de lui-même, ce qui n'est pas idéal pour ce métier. Dans l'épisode pilote, il harcèle les habitants des collines et veut retirer la garde de Bobby pour de simples disputes familiales. Plus tard, il oblige presque Hank à garder un toxicomane malveillant chez Strickland Propane, alors que celui-ci abuse du système judiciaire. La volonté de Twig Boy de défendre ceux qu'il considère comme des personnes vulnérables est louable, mais il est aussi prêt à nuire à des gens honnêtes et travailleurs, ainsi qu'à des familles, dans le processus. Il est au mieux moralement neutre et au pire, un complice direct. Ensuite, Dee Hill, ancienne camarade de maternelle de Hank et épouse de son père vétéran. C'est déjà triste que Dee aime un homme aussi horrible que Cotton, mais c'est pire à cause de son échec comme parent. Non seulement elle a imposé à Bobby, un garçon de 12 ans, la charge de s'occuper de hormones de croissance enfant, mais on constate qu'elle n'est pas meilleure à la saison 14. Plutôt que de s'améliorer comme parent, elle le laisse à Hank quelques semaines l'été pour qu'il ait un modèle masculin. Dee n'est pas mauvaise, mais c'est une mère pitoyable, trop dépendante des autres. On dira plutôt qu'elle manque de peu la dernière catégorie du jour. Prépare-toi à un enfer pur et dur. Toi, tu t'accroches, parce qu'on entre dans le mauvais jusqu'au maléfique. Nous avons dû placer John Redcorn en haut de la catégorie des mauvais, puisqu'il est en partie responsable de l'un des sous-intrigues les plus frustrantes, bien que hilarantes, de la série, la liaison de Nancy avec lui. Bien que John Redcorn ne soit pas aussi coupable que Nancy dans cette liaison, on pourrait dire qu'il est parfois pire. Dans une saison originale, il a tenté de reconquérir Nancy longtemps après leur rupture, bien qu'il ait rompu pour préserver son amitié avec Dale. Non seulement il continue son habitude de briser des foyers, mais en plus, il trahit quelqu'un qu'il considère soi-disant comme son ami. Nous travaillons tard et une branche d'arbre a décoiffé mes cheveux. Cela dit, quand il n'est pas un vaurien menteur, j'en fais parfois de bonnes actions. Jouer des chansons innocentes pour les enfants ne compense pas ses méfaits, mais montre une certaine bonté, donc nous ne le placerons pas plus bas. Et Redcorn, malgré ses défauts moraux, a beaucoup de luttes intérieures qui nous touchent. On pourrait dire qu'il a de vieux os remplis de poussière verte, comme le dirait Caleb, le pote de Hank. Écoutez, nous ne blâmons pas entièrement Caleb pour son comportement. Des parents qui justifient qu'il tourmente un homme d'âge moyen en disant « ça veut dire qu'il t'aime bien » n'aident pas à adopter de meilleures habitudes. Nous ne disons pas qu'il est toujours un tyran 8 ans après, car il a sûrement changé, mais dans l'épisode vu, il était très agaçant. Tout d'abord, que pouvons-nous dire sur Jimmy Witchard? Eh bien, plusieurs choses. Premièrement, c'est le patron. C'est toi le patron, Jimmy. C'est moi le patron? Deuxièmement, ce n'est pas un très bon patron. Eh bien, il faut laisser un peu de marge à Jimmy, puisqu'il n'a clairement pas toute sa tête. Mais cela n'excuse pas sa tendance à abuser des autres et à les mettre en danger. Dans un épisode classique, Witch extorque presque tout le salaire de Bobby et lui ordonne de traverser une piste très fréquentée pour lui apporter un soda, juste pour gagner du temps. Le général Gomer est l'une des nombreuses défigures parentales déplorables dans King of the Hill, mais ironiquement, sa performance en tant que parent reste malgré tout son meilleur trait. Il paraît être un père très aimant pour Min, rapportant toujours des cadeaux de ses voyages. Malheureusement, il est un vrai salaud avec Khan, refusant toujours de l'accepter comme gendre malgré ses efforts. Ça en arrive au point où le général Goom vole la vedette à Khan alors qu'il chante au karaoké, une activité qu'il aimait vraiment et dans laquelle il était doué. Gum aimait assez sa fille pour la laisser tranquille, mais cela n'excuse pas son comportement envers Khan. Il aimait juste plus Min que sa haine pour Khan. Le rival amoureux et harceleur de Bobby, devenu Bob.
/ rival amoureux. Shane Wasana-Song arrive ensuite. Fils d'un haut membre du Nine Rivers Country Club, il est clair pourquoi Kan voulait que Connie tombe amoureuse de lui. Malheureusement pour Connie, cela a effectivement fonctionné pendant un certain temps. Shane a réussi à la convaincre d'accepter la non-monogamie éthique, une pratique relationnelle qui, selon la définition de Shane, signifiait qu'il pouvait amener qui il voulait sans se soucier de toutes ces choses stupides comme les émotions et les vraies relations. C'est aussi un Epo Baby qui traite tout le monde autour de lui comme s'il lui était inférieur, rabaissant constamment Bobby, malgré le fait que Bobby soit vraiment compatissant envers lui. Et nous pensons que la majeure partie de la responsabilité revient à Ted Wasana-Song. Ted et sa femme sont en gros Kan et Min, mais en bien pire. Kan et Min cherchant juste une vie plus confortable, tandis que Ted, hypocrite accompli ayant déjà réussi, passe son temps à rabaisser les autres, exploiter les plus vulnérables et rechercher profit et plaisir immédiat. Être avide d'argent et arrogant est déjà mauvais, mais se croire supérieur aggrave encore les choses. Ted, c'est comme Kan, mais sans ses qualités, il est donc clairement dans notre catégorie des mauvais. Puis il y a un personnage qu'on a l'impression de surestimer et sous-estimer à la fois, Cotton Hill. Cotton, vétéran décoré, a perdu ses tibias à la guerre. D'autres hommes valides y ont laissé la vie, donc ce n'était pas le pire échange. Que Cotton soit fier du nombre de personnes tuées est déjà discutable, sans même parler du reste. Cotton traite très mal les femmes et a sans doute des enfants illégitimes partout. Et ce n'est même pas mentionné l'abus émotionnel absolument horrible qu'il fait subir à sa femme et à son fils. Au point qu'il a même appelé son deuxième fils Bon Hank pour bien montrer à quel point il déteste Hank, le Hank normal et le premier Hank. Rien n'est pardonnable dans la façon dont Cotton traite Hank. La seule chose vraiment gentille qu'il ait jamais dite à Hank, c'est d'admettre que Hank était un meilleur père parce qu'il a eu Bobby, au lieu de Hank. Honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de penser que Cotton mérite la médaille du centre de la colère pour la quantité de haine pure qu'il a envers son propre fils. Cela dit, Cotton n'est pas complètement mauvais. Principalement mauvais, et de loin. Oui, absolument, mais il a tout de même quelques qualités qui le rendent sympathique. Dans un épisode, il regrette vraiment ce qu'il a fait aux Japonais pendant la guerre. Dans un épisode, il aide Peggy à remarcher après son accident de parachutisme. Dans d'autres, il montre son amour pour Bobby. Même s'il est souvent une mauvaise influence pour lui, il y a des moments où Cotton montre qu'il est prêt à se sacrifier pour Bobby. Le plus notable est dans l'épisode La Revanche du Lutefisk, où il a pris la responsabilité d'avoir incendié l'église de Hank, alors que c'était Bobby qui l'avait fait accidentellement. Ai-je mentionné Yasha Kirfet-Min? Puis il y a Nancy Hicks Gribble. Dommage de mettre Nancy si bas, car elle a en théorie plus de qualité que Cotton. Elle est une bonne mère pour Joseph, amie loyale de Peggy et Min, et citoyenne respectueuse des lois. Dans les dernières saisons de la série originale, elle semble même mettre fin à sa liaison avec John Redcorn. Ce n'est pas aussi bien qu'assumer ses actes, mais c'est mieux que de ne rien faire. Mais même si l'on ignore le fait qu'elle ait trompé son mari pendant des années sans presque aucun remords, ce que nous ne faisons pas, pour être clair, Nancy a tout de même deux traits particuliers qui la maintiennent en bas de notre liste. Dans la nouvelle saison, John Redcorn suggère clairement qu'il couche toujours avec Nancy, en disant qu'il lui donne ça depuis longtemps. Je donne ça à Nancy depuis pas mal de temps. Même si on part du principe le plus innocent, et que John lui donnait simplement une de ses nouvelles collations, Nancy reste une femme impitoyable et avide de pouvoir. Dans Nancy fait Dallas, elle devient présentatrice à Dallas et complote aussitôt pour évincer ses collègues et prendre le contrôle. Sans l'épitrerie de Dale pour la tenir en échec, Nancy passe du statut d'épouse infidèle, ce qui est déjà terrible, à celui de quasi super méchante. Si le refus de Ted face à l'arnaque de Nine Rivers est difficile, un autre rejet dans la série a été encore plus marquant, Léonore. Dites ce que vous voulez sur Nancy. Sérieusement, je ne vous arrêterai pas, mais elle n'est pas du tout aussi horrible que Léonore. Il suffit de voir comment elle a ruiné la vie de Bill pour comprendre sa méchanceté. Au fil de la série, on découvre peu à peu à quel point Léonore est horrible. Entre tromper Bill 2 semaines après leur mariage et l'abuser verbalement à leur retrouvailles, Léonore n'a vraiment aucune qualité. Mais il est maintenant temps pour nous de parler du dernier personnage entièrement nouveau de notre liste, Ellie Selwick, qui est un antagoniste ponctuel dans l'épisode où Hormone de croissance fait son grand retour, et il sert essentiellement de parodie d'Andrew Tate. Il dirige l'un de ses camps d'entraînement pour mâles alpha. Et il est clair, d'après l'impression de Hormone de croissance sur lui, qu'il est capable de profiter sérieusement des hommes vulnérables et blessés. C'est déjà assez grave de gagner sa vie en siphonnant de l'argent à des hommes peu sûrs d'eux et émotionnellement vulnérables, tout en les convainquant que tous leurs problèmes sont causés par les FEMAS. Imaginez avoir l'audace d'être aussi abject envers les femmes alors que votre mère a financé votre entreprise. C'est quoi ça? En dehors de notre trio final, il y a MF Fatherton. Fatherton Fuels, c'est comme le saut de l'enfer face au crabe croustillant de Buck Strickland, sauf que Fatherton Fuels attire parfois des clients. Fatherton, à la différence de Buck, affiche ouvertement ses pratiques commerciales malhonnêtes.
La médaille de bronze du mal va à Debbie Grund, l'antagoniste d'un des scénarios les plus douteux de Buck. Quand tu es une personne tellement horrible que tu fais paraître Buck moins mauvais en comparaison, tu as vraiment atteint un haut niveau en tant que méchant. Debbie Grund est une femme séduisante et ensorcelante, dont la principale ambition dans la vie est d'avoir une liaison avec n'importe quel homme qui se trouve être son patron à ce moment-là. Et quand elle dit que personne ne rejette Debbie Grund, elle le pense vraiment. Lorsque Hank repousse ses avances, Debbie le fait chanter pour qu'il la rejoigne afin d'avoir des relations sexuelles, avec l'intention de l'accuser du meurtre de Buck et de sa femme. Voici notre médaille d'argent de la méchanceté. Même si Fatherton est plus ouvertement louche, Buck Strickland est pire car il sait cacher sa corruption. Il n'y a vraiment pas moyen de le nier. Malgré son apparence d'homme d'affaires honnête et travailleur, Buck est un homme infidèle, lubrique, manipulateur et sans scrupules. Il profite constamment de ses employés et fait peu pour les récompenser. L'exemple le plus notoire étant Hank. Hank gère presque seul Strickland Propane pour Buck, qui le remercie en le trompant souvent et en tentant même de l'accuser de meurtre. Mais s'il est déjà mauvais en tant que patron, sa vie personnelle n'est pas meilleure. Il trompe aussi constamment sa femme, généralement avec des femmes plus jeunes sur son lieu de travail. Il met Bobby en danger et l'abandonne presque en l'impliquant dans une de ses arnaques de jeu. Il ment en prétendant être un chrétien né de nouveau pour profiter de Luan. Et dans la saison 14, il ment ouvertement à Hank au sujet de l'entreprise de chasse aux sangliers de Boomhauer, disant que c'est un mauvais investissement, pour que Buck profite aussi de l'affaire dès le début. Son égoïsme constant lui vaut la médaille de la cupidité. Nous avons dû classer Buck aussi bas parce que, dans l'épisode où Debbie se fait tirer dessus, il voulait accuser Hank de meurtre en fabriquant des preuves contre lui. Trahir quelqu'un d'aussi proche, avec autant d'horreur, fait de Buck une ordure divine. Tu te rappelles quand on a dit qu'il y avait 2 personnages pires que Buck? Correction, il y en a 3, car la dernière entrée en regroupe 2. Leanne et Hoyt Platter obtiennent la garde partagée de la médaille d'or du mal. Nous avons placé Leanne si haut dans notre liste, car elle a survécu à sa naissance auprès de véritables psychopathes. Leanne est une alcoolique notoire, et Hoyt est un escroc impitoyable. Ils ont tenté à plusieurs reprises de revenir dans la vie de leur fille, sans jamais présenter d'excuses ni réparer leurs torts. Leanne, dans ses meilleurs moments, traitait Luan plus comme une sœur que comme une fille, et donnait toujours la priorité à tout le reste, plutôt qu'à passer du temps avec elle. Ensuite, elle est retombée dans l'alcool, redevenant la psychopathe abusive pour laquelle elle avait été incarcérée. Tout le monde a accueilli la fête avec enthousiasme. Ce qui a conduit à sa tentative de meurtre sur Buckley et Peggy, et à renier Luan comme sœur. Les délires de Liane sont graves, mais Hoyt n'est pas mieux. Il a été poignardé par Liane, mais cela ne fait pas de lui un citoyen exemplaire. Il escroque sa propre fille, dont il est séparé, et finit par culpabiliser Lucky pour qu'il endosse la responsabilité d'un vol qu'il a lui-même commis. Il essaie même de rejeter la faute de sa consommation de drogue sur Luan, affirmant que la drogue retrouvée sur lui appartenait en réalité. Nous sommes contents que Lucky ait évité à Luan d'apprendre que son père était un escroc. Pour une personne aussi gentille, elle vient de parents vraiment horribles. C'est presque touchant en fait. Luan et Hank, malgré de très mauvais parents, sont devenus des personnes formidables. Leanne et Hoyt, ces psychopathes, auront de la chance s'ils échappent à la prison à vie, un sort qu'ils l'ont eux-mêmes provoqué. Mec, à propos de Dango, que penser de quelqu'un qui parle de ses persos préférés ou détestés de Dingo? Ah, franchement, j'aime le moins Dingo, Bobbit, Dale et Khan, surtout pour ce truc. Et vous alors? Dango, dites-nous ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires sur Dango, les gars.